Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo. Écoutez, un petit résumé de la semaine. On va commencer par cette affaire-là. Ça va super bien. Il est super gentil, un petit peu foufou, un petit peu dépendant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de notre faute là-dedans. Mais on a beaucoup de plaisir avec notre whisky. Oui, gars, oui, arrête. Et il y a beaucoup de plaisir avec nous. Non, ça je te dis non. Hey, non. Ouais, bien mieux. Je vais donner un os, là, ça va le changer d'avec mes doigts. OK. Ouais. Alors, écoutez, je voulais vous parler cette semaine. Vous savez que je suis un passionné d'histoire et je trouve que, oui, écoutez, la Deuxième Guerre mondiale, on sait que l'Allemagne, sous le régime du parti nazi, a fait des atrocités. Soit, nous savons toutes les horreurs qui ont été commises. Mais écoutez, dans toute histoire, qu'elle soit négative ou qu'elle soit positive, vous avez toujours un côté mauvais et un bon côté. Alors, il y a quand même des histoires au sein de l'Allemagne qui ont ressorti assez extraordinaires, comme dans plusieurs autres pays d'ailleurs, qu'on va discuter éventuellement. Aujourd'hui, je voulais vous parler spécifiquement de Otto Skorzeny. Otto Skorzeny, c'est un grand gaillard de 6 pieds 4 pouces, un homme qui est né en 1908 à Vienne. Alors, c'est un Autrichien. C'est devenu, écoutez, il a été à l'école, il est devenu ingénieur. Il était aussi en escrime, et d'ailleurs, suite à des combats qu'il a fait, des combats ou il a été une grosse cicatrice sur la joue. Pourquoi je vous parle de cet homme? Écoutez, c'est un des premiers commandos de l'histoire que lui a dirigé. Il a libéré Mussolini, ce que je vais vous parler tantôt, et il a été nommé l'homme le plus dangereux d'Europe. Avec raison. Il a fait des missions incroyables. Écoutez, c'est ça. Je vous dirais qu'on va écouter des émissions, des films de James Bond, et puis ça n'arrive pas tout à fait à la hauteur de ce que lui a fait. Et sa troupe de commando qu'il dirigeait à la fin. C'est un homme particulier, c'est comme je vous dis un grand gaillard. Il a combattu, au départ, après ma barre, il voulait s'engager dans l'aviation allemande. Il a été refusé dû à son âge qu'on considérait trop vieux. À l'époque, il avait 31 ans, c'était déjà considéré vieux. Je ne sais pas ce que ça fait de nous aujourd'hui, mais bon, soi-disant, par la suite, il a été s'engager dans la Waffen-SS, là où il a combattu durant les premières années. Après l'invasion de la Hollande, Skorzeny s'est disgracié lors d'une beuverie après dans un bar. Il a tiré sur ce qui était à l'époque le prince des Netherlands. Alors, il a été disgracié et gravement réprimandé, évidemment, pour son acte, que ça faisait aucun sens. Mais dans un état de beuverie, on peut s'entendre que c'est un homme qui devait emmener large. Alors, il emmenait large sous tous les sens. Par la suite, par contre, il s'est vraiment repris de belle façon. Après avoir été mis en prison, si on veut, pendant 6 semaines, lors de l'invasion en 1941 de la Yougoslavie, il a capturé, imaginez-vous donc, à lui seul, 57 militaires yougoslaves, à lui seul. C'est pas rien, hein? Fait que c'est juste pour vous dire que c'est un homme qui était, évidemment, très courageux, peut-être qu'il allait au-devant de son courage, mais c'est un homme extraordinaire dans ses aventures qui sont multiples. Alors, c'est un homme, on ne peut pas le dénier, qui était très courageux, effectivement, mais son histoire prend une ampleur différente. Là, il fut envoyé par la suite sur le front russe, là où il a combattu durant de longs mois. Par après, il s'est évidemment distingué par sa bravoure et commis plusieurs actes de bravoure. Et puis, par la suite, après le débarquement qu'il y a eu en Italie, les forces nazies se sont aperçues que des commandos existaient dans d'autres pays. Alors, ils ont décidé d'emboîter le pas et de former un commando spécial.
qui a été dirigé par Scorsese. Alors, une des premières, en fait, je crois que c'est la première mission réelle qu'ils ont eue, fut d'aller libérer le Duce, c'est-à-dire Mussolini. Mussolini avait été fait prisonnier par, si on veut, une brigade qui était antifasciste. Alors, ils avaient pris le contrôle d'Italie avec le support du roi de l'époque d'Italie. Alors, Mussolini avait été placé en arrestation et emmené dans un centre désaffecté de ski. Alors, Scorsese, pendant plusieurs semaines, allé voir, je crois, près d'un mois, a eu comme mission de trouver où était enfermé Mussolini et de le libérer. Alors, ce qu'il fut pendant un mois, avec toutes sortes de péripéties. Écoutez, à un moment donné, il était dans un avion de reconnaissance allemande. Il volait au-dessus de la Sicile et un peu partout pour essayer justement de cibler l'endroit où était détenu Mussolini. À un des moments donnés, son avion, lors d'une reconnaissance, a été frappé par des tirailliers et s'est écrasé. Il est tombé dans la mer, il a été repêché par des pêcheurs. Et écoutez, c'est extraordinaire comme aventure. Éventuellement, hey, tu manges pas ça, toi? Éventuellement, il a ciblé, il a localisé là où était détenu Mussolini. Ce qu'il a fait par la suite, ils ont essayé de plusieurs façons, ils ont étudié plusieurs façons de libérer Mussolini. C'était quand même très difficile. Il était dans le centre de l'Italie. Et puis, ils avaient décidé d'envoyer un groupe armé pour contrôler l'accès à l'hôtel, si on veut, de ski qui était désaffecté, en contrôlant les remonts de pente, si on veut. Et puis, de cette façon, lui pouvait opérer en haut et redescendre Mussolini par la suite. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a décidé que la meilleure façon de procéder, c'était qu'une équipe contrôle en bas l'accès à la montagne et que lui, avec des planeurs et un groupe d'hommes, je crois qu'ils étaient 9 planeurs, à directement se poser. Mais écoutez, là, c'était vraiment sur le dessus d'une montagne. L'accès était très, très limité, c'était très dangereux. Ils se sont rendus, malheureusement, ils ont frappé du brouillard. Le pilote qui était en tête avec Scorsese à l'intérieur ne retrouvait plus son chemin. Scorsese, écoutez, a fait une chose on pourrait voir dans les films. Il a pris son couteau et il a découpé, parce que c'était vraiment mince, hein, le carrelage, si on veut, de ces appareils, de ces planeurs. Alors, il a coupé une partie pour voir, car il connaissait très bien la topographie du terrain. Alors, de cette façon, il a pu diriger, imaginez-vous donc, le pilote du planeur dont il faisait partie et dont il était le leader. Alors, les autres ont suivi. Ils ont fait le tour quelques fois, le temps le permettant, de l'endroit où ils étaient. Ils ont atterri, ils ont débarqué en vitesse, ils ont pris les gardes, qui étaient dans le fond une milice de bons vivants comme ça, qui étaient mis sur le tard. Ils ont été pris au dépourvu. Scorsese est arrivé, il leur a dit « Vous déposez vos armes ou on vous élimine. Hein? C'est pas compliqué. » Ils n'ont pas opposé aucune résistance. Les gardes de Mussolini ont tout simplement déposé les armes aussi rapidement que ça. Un avion a été alors détaché parce qu'en bas, il y avait des problèmes. Ils n'ont pas pu descendre Mussolini de la montagne par le seul accès qu'il y avait. Alors, il fallait le faire par avion, ce qu'ils ont fait de façon très, très dangereuse. Un avion fut détaché à la rescousse. L'avion dut se poser, écoutez, sur un terrain, dans le fond, qui n'était pas fait pour un atterrissage, mais le pilote chevronné a réussi tout de même à atterrir et ils ont embarqué. Mais c'est un petit, je crois que c'est un petit Piper, c'est vraiment un petit avion, comme un petit Piper, 2 places. Alors,
là, il faut se comprendre, il y a le pilote et il y a Mussolini qui doit embarquer. Mais Scorzini dit, non, 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 vous ne me laissez pas ici, là. Il n'est pas question que vous me laissiez ici. Alors, on lui a demandé pourquoi. Il dit, écoutez un peu, là. Il dit, moi, si l'avion s'écrase et Mussolini meurt dans l'avion, si je reste ici, c'est moi qui va falloir annoncer au Führer que son ami est décédé. Il n'y en a pas question. Alors, je vais dans l'avion, moi aussi. Si on décède tous ensemble, ça vient de finir. Alors, il est embarqué dans l'avion au grand désarroi du pilote qui, lui, disait non, ça se peut pas. Écoutez, 6 pieds 3, le type était assez lourd et assez grand, alors il prenait de la place. Quoi qu'il en soit, il a embarqué, il n'y avait rien à faire pour lui faire changer d'opinion. Il a embarqué dans l'avion. Vous savez, c'est une falaise, la montagne. Alors, lorsque l'avion a décollé, elle a tout simplement disparu. Les hommes de Scorzini, lorsqu'ils ont vu ça, tout le monde a retenu leur souffle, parce que, comme je vous dis, l'avion a disparu, mais éventuellement, elle est réapparue. Le type en question, pour faire une histoire courte, a réussi à aller se déposer en toute sécurité. Scorzini voulait aller lui-même présenter au Wolf Lair, en Pologne, là où Hitler a passé beaucoup de temps vers la fin de la guerre pour diriger les opérations contre les Russes, a voulu aller lui-même lui présenter Mussolini. Ce qu'il a fait, évidemment. Alors, Hitler était plus heureux d'avoir, de un, accueilli Mussolini et de la part de Scorzini, qui s'est mérité, évidemment, une médaille. Par la suite, le temps passe, il y a eu quelques petites opérations qui n'ont pas été vraiment dévoilées. Sans grande surprise, il y a eu comment je dirais bien ça, une conférence des 3 grands leaders de la Deuxième Guerre mondiale, des Alliés, c'est-à-dire Staline, Roosevelt et Churchill. La mission qui est arrivée, ça c'est arrivé au mois de novembre 1943. Alors, la mission qui a été donnée à Scorzini était de tuer ses 3 principaux acteurs, dont Churchill, Roosevelt et Staline. Écoutez, une chance que ça a été remis ou complètement annulé, parce que sinon, on s'entend que la qualité de ce commando aurait fait en sorte que la mission aurait pu très bien être réussie. Elle a été annulée par la distance. La distance était tellement élevée qu'il a été décidé, hey, non, 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 non. Ouais. C'est un bébé. Hein, c'est ça. Et puis, à cause de la distance, de toute façon, ça a été remis. Toutes sortes d'aventures sont reliées au commando spécial de Scorzini, dont 2 en particulier, qui est quand même assez étonnant. Ils allaient voler des avions alliés pour les prendre, évidemment, et d'aller faire des missions secrètes avec ceux-ci. Alors, ça leur permettait d'aller directement sur le côté ennemi pour étudier le terrain et le mouvement des troupes alliées. Alors, écoutez, il a même été à la tête, à un moment donné, une nouvelle division qui était des mini-sous-marins. Des mini-sous-marins armés de torpilles avec 1 ou 2 pilotes. Alors, le but étant, évidemment, d'aller attaquer les transporteurs de troupes ou les navires alliés pour contrer leur attaque vis-à-vis l'armée allemande. Alors, beaucoup de choses sont arrivées. Scorzini, ça n'a pas été une grande réussite, mais ils ont eu quelques belles petites réussites. Scorzini, à un moment donné, a demandé lui-même directement à Adolf Hitler d'incorporer cette division en France pour contrer un débarquement ou peu importe, parce que les Allemands savaient très bien qu'ils étaient pour avoir un débarquement éventuellement en France, mais ils ne savaient pas exactement où. Alors, c'était une idée de Scorzini d'avoir des mini-sous-marins installés un peu partout, ce qui aurait été désastreux pour les Alliés, évidemment.
Hitler a refusé, prétendant que ce n'était pas nécessaire. Et Hitler, en passant, il n'avait pas une grosse estime pour ce qui était naval. On ne sait pas tellement pourquoi, puis on est obligé de dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose, parce que s'il aurait fallu qu'il grossisse son armée navale, on aurait été dans le pétrin encore quelques années de plus. Heureusement, quoi qu'il en soit, qu'il a dit non. Quelque temps plus tard, écoutez, le dernier allié de l'Allemagne fut la Hongrie, qui combattait la Russie avec 1 million de troupes allemandes. Ils étaient alliés ensemble, évidemment, et comme je vous dis, c'était le dernier allié de l'Allemagne, était la Hongrie. Il y avait un amiral qui était en charge de l'armée et du gouvernement, a commencé des pourparlers avec la Russie pour ouvrir un passage à l'armée russe dans Budapest, ce qui aurait permis aux Russes, évidemment, d'aller prendre les points chauds allemands de la région. Cette nouvelle se rendit plutôt aux oreilles de Hitler, qui ordonna Scorzini d'effectuer une opération. Scorzini a étudié la chose et il avait décidé de kidnapper le prince Miklos. C'était le fils de l'amiral, en pensant qu'en l'ayant kidnappé, on va avoir plus de facilité à faire comprendre à l'amiral qu'il ne doit pas négocier avec les Russes. Mais ça lui a retombé sur la tête. Il a réussi à les kidnapper. Écoutez, il est rentré avec des paratroopers, il est rentré dans Budapest, et puis il s'est introduit, puis ils ont réussi, ils ont kidnappé le prince, ils l'ont ramené en Allemagne, prisonnier. Et imaginez-vous donc que ça n'a pas fait bouger l'amiral, pas du tout, au grand désespoir de Hitler. Alors, Scorzini a été ordonné de réattaquer de nouveau, mais cette fois de prendre le contrôle de la Hongrie, ce qu'il a fait avec une petite poignée d'hommes. Il a réussi à prendre le contrôle, imaginez-vous donc, puis l'amiral a été mis en prison et il a été libéré à la fin de la guerre et était bien ensemble. Les dernières années de la guerre, Hitler a fait appel de plus en plus à Scorzini. Entre autres, lors de la dernière attaque qu'il avait effectuée à l'ouest, près des Ardennes, il voulait effectuer une attaque surprise, ce qui a réussi, soit dit en passant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que Scorzini a décidé de prendre des uniformes américaines, et il a recruté ces hommes parmi lesquels connaissaient et maîtrisaient la langue anglaise. Et ils sont partis avec des véhicules qui avaient été capturés américains. Alors, ils sont partis, imaginez-vous, sur le côté des Alliés pour semer la confusion. Ce qu'ils ont très, très bien réussi, à un certain point que, éventuellement, le superfuge est tombé aux oreilles des Américains, mais là, les Américains, il ne restait plus personne. Là, aussitôt qu'il y avait quelqu'un, ils n'étaient pas sûrs de leur loyauté, alors ils posaient des questions. Quelle équipe a gagné les championnats en baseball? Qui était le vice-président? Ainsi de suite. D'ailleurs, Eisenhower n'a pas été très très content de ça parce que lui qui était général, il s'est fait demander ses cartes lors d'une vérification random. Alors, écoutez, il a fait beaucoup de choses. C'était illégal, hein, en passant. Alors, les hommes de Scorzini qui ont été capturés avec un uniforme américain ont été fusillés sur le champ. C'était pas à faire. Le superfuge était bon, mais ça allait contre les règles de l'art, de la guerre, si on peut appeler ça ainsi. Alors, écoutez, suite à la défaite des Allemands, Hitler avait rencontré d'ailleurs, quelques semaines avant de se suicider, avait rencontré Scorzini pour lui remettre une médaille d'honneur, ce qu'il a fait, et avait demandé à Scorzini de se
placé en Bavière avec une armée pour le dernier hurrah, hein, pour retenir un petit peu l'Allemagne, l'empêcher de tomber à la défaite des Alliés. Alors, c'est ce qui ordonna à Scorzini, ce que Scorzini a fait, mais il n'avait pas d'armée. Alors, il s'est rendu quand même en Bavière. Lorsque la guerre a été terminée, il s'est rendu aux Alliés. Ils l'ont fait prisonnier. Il l'a passé en procès pour avoir mis des déguisements que c'était complètement illégal, comme je vous dis, à la guerre, de faire cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui étaient étranges. Parce qu'à ce moment-là, il a été libéré de toute poursuite. Il a été libéré de ce qui pouvait le mettre à mort, évidemment. Alors, il a été libéré de ce chef d'accusation-là. Mais il a été envoyé par la suite prisonnier. Je crois qu'il y avait eu une sentence de 2 ou 3 ans. Je ne suis pas certain. Il a été envoyé à Dakar. Il a été emprisonné à Dakar, en Allemagne. Et puis, écoutez, c'est incroyable. Ces hommes la guerre est finie, là. Ces hommes qui ont toujours resté à ses côtés, même en tant que civils, se sont encore une fois déguisés avec des uniformes militaires américaines et ont pris des jeeps américains et ont été le libérer. C'est pas des farces, là. Imaginez-vous, on parlerait de ça dans un film, puis on dirait, c'est un film, là. Hein? C'est de la fiction. C'est vrai, là. Ces hommes ont carrément pris le déguisement d'Américains, l'uniforme américain, et ont été libérés de Dakar. C'est pas des farces. Alors, écoutez, il n'a jamais été repris prisonnier. Il a travaillé par la suite. Écoutez, c'est quelque chose pareil. Hein. Il a travaillé par la suite pour la CIA pendant plusieurs années. Il a pris résidence en Argentine, comme la plupart des ressortissants nazis. Hein. Tout le monde se sauvait là-bas parce que le gouvernement qui était à l'époque Perón, je crois que c'était le président Perón, qui était un fervent supporter du régime nazi, paraîtrait-il que Scorzini aurait eu comme maîtresse la femme du président de l'Argentine. C'est incroyable. Écoutez, lui, il prétend, je vais essayer de vous mettre dans le lien si je le retrouve, il y a eu des entrevues faites avec Scorzini éventuellement, et il est décédé en 1975, mais pendant une entrevue, il dit, il n'y a personne qui l'a démenti, qu'il a travaillé pour tous les pays du monde. Il a travaillé spécialement, quand même assez longtemps, pour les États-Unis, évidemment. Il a travaillé pour la France, l'Angleterre. Il a travaillé pour tous les pays, dans les services secrets, si on veut. Alors, lui-même, il le dit, je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai fait. C'est impossible. Je vous le dis, c'est une histoire qui est épouvantable. Je trouve ça extraordinaire, la vie de cet homme. Écoutez, malgré tout ce qu'il a fait, il est décédé paisiblement dans sa maison, dans sa résidence en Argentine, à un âge vénérable. Je crois que c'est en 1975. Et si vous retrouvez, je vais essayer de vous mettre dans la description des liens de son histoire, de quelques étapes de son histoire. Et lui, il a consacré sa vie ou sa retraite à aider des anciens membres SS, dont il faisait partie. Alors, c'est ce qu'il a fait en Argentine. Il a protégé et aidé des anciens membres nazis, évidemment, par solidarité avec eux. Lors de son décès, il fut enterré là-bas. Il y a eu des obsèques. Vous le voyez, il y a des porteurs avec son cercueil qui se rendent à l'église. Et tous les gens qui font l'allée de la marche font le signe nazi. Avant lui, personne ne s'en cachait là-bas. Il est arrivé avec le drapeau et ses médailles données par Hitler et tout ça sur lui. Écoutez, c'est juste pour vous dire que on pense toujours être sur le bon côté. Ah, c'est peut-être un petit... On ressort peut-être une petite leçon d'histoire ici, dans le sens qu'on croit toujours être sur le bon côté.
Hein? D'ailleurs, sur les bell buckles, sur les ceintures des soldats allemands, il était tout écrit Dieu est avec nous. C'est quelque chose quand vous y pensez. Vous savez, il n'y a pas un peuple qui a combattu autant. Les civils ont combattu d'une manière féroce lorsque la guerre est finie, lorsque les Russes sont rentrés et les Allemands. Dans certaines villes, la société a combattu jusque presque au dernier. Ils ne combattaient plus pour Hitler, ils combattaient pour leur patrie. Alors, vous savez, on a beau regarder ça sur plusieurs angles, mais il faut quand même regarder qu'il y a beaucoup de gens, qui ont fait partie de l'armée nazie, de l'armée allemande, qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec tout ce que Hitler faisait, mais ils le faisaient au nom de leur patrie. Et puis il y avait une fierté à être associé à leur armée qui était quand même imposante et tout. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours deux côtés de médaille, mais il y a toujours des histoires aussi qui sont très intéressantes. D'ailleurs, la prochaine fois, je vais vous parler d'un type, le nom m'échappe, un de l'armée canadienne, je crois que c'est en Hollande. Il a réussi à prendre à lui seul le contrôle de la ville aux mains de centaines d'Allemands. Alors, je crois que c'est assez intéressant. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Écoutez, moi, comme vous savez, je suis un fan de l'histoire. J'aime aller regarder les sous-couches de l'histoire, parce que je ne me suis jamais seulement référé aux livres, parce que, hein, comme on dit, l'histoire est contée par les vainqueurs, mais c'est bon d'avoir des... Vous savez, je pense que je vous l'ai déjà dit, je voulais sur cette note. J'ai déjà une cliente, je suis en terrassement depuis plus de 30 ans. J'ai déjà une cliente qui s'appelait Madame Mommy. C'était une Allemande. Elle a eu un manoir qu'elle avait en Allemagne. C'était une famille riche. Son mari était dirigeant, c'était un officier de l'armée allemande, était dirigeant d'une industrie là-bas qui faisait des armes et tout. Et puis, il est arrivé mille et une aventures que je vous ai conté. Mais tout ça pour vous dire que elle était toujours sur la défensive, parce que là où elle reste, c'est pas loin de chez moi, c'est à Prévost, ça s'appelle Shawbridge. Ça a été développé après la Deuxième Guerre mondiale par un monsieur qui s'appelle Shaw, un juif. Et elle restait dans la rue avec tous ces juifs, et elle s'est toujours défendue d'être d'accord avec elle, puis aimer les juifs. On s'entend, c'est sûr qu'ils vont tous dire ça après fait, ça c'est clair. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que elle était toujours sur la défensive avec moi parce qu'elle savait que j'étais curieux, puis je voulais toujours savoir ce qu'elle avait vécu et comment elle avait vu et vécu cette situation. Alors, à un moment donné, je lui ai demandé, après, je crois, 2 ans qu'on avait une relation d'affaires, on était là souvent, puis on l'a aidé beaucoup à l'époque, elle avait un certain âge, aujourd'hui décédée depuis longtemps. Je lui avais dit, Madame Mommy, en anglais, elle ne parlait qu'anglais, je lui avais dit, Madame Mommy, dites-moi la vérité. Qu'est-ce que c'était de vivre sous le régime d'Adolf Hitler? Elle a pris un moment avant de me répondre. Elle le regardait à terre et elle s'est relevée les yeux. Elle m'a dit, Michel, ça serait de te mentir si je te dirais que ça n'a pas été les plus belles années de ma vie. J'ai manqué de tomber à terre. C'est juste pour vous dire, hein, on ne peut pas voir la vérité, c'est une question de perception. La perception, c'est ce que l'on en fait et ce n'est pas nécessairement ce que notre voisin va en faire. Alors écoutez, je vous laisse là-dessus. Hey, c'est profond. Hein? Whisky vous dit bonjour. Hein, Whisky? Whisky est content, comme d'habitude, il dort. Alors quand il dort, c'est pas notre petit monstre, c'est notre petit bébé. Hein, quand il fait pas de coups, c'est mon bébé, puis quand il fait des coups, c'est le bébé Annika. Alors écoutez, merci d'être là. Encore une fois, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.